Canada possède une constitution depuis 1791. C'est la première fois que cette contrée se voit dotée d'un texte constitutionnel qui régit les rapports entre le pouvoir et les citoyens. C'est un événement important dans l'histoire, d'autant que ça fait du Québec une des plus vieilles démocraties du monde. Qu'on y pense, en 1791, il n'y a guère d'institutions représentatives à cette époque qu'aux États-Unis, les jeunes États-Unis, qui n'existent à l'époque que depuis 8 ans, et la Révolution française. Parce que, rappelons-nous, 1791, c'est une époque de très grande turbulence dans le monde atlantique, dans le monde occidental. En même moment, la terreur, ma foi, fait rage à Paris. Aux États-Unis, c'est encore la révolution partout. Les territoires, les loyalistes arrivent à pleine porte à ce moment-là au Canada. Il y a à l'époque un climat de très, très grande tension, marqué notamment par l'arrivée des peuples, des foules, des émeutes, des décapitations et des guillotinades. En ce sens-là, la Grande-Bretagne voit en sa colonie un potentiel révolutionnaire qu'elle veut éviter. Certainement, 1791, l'acte constitutionnel doit être entendu comme un désir de la Grande-Bretagne de se concilier les élites francophones. Indéniable. À l'époque, les États-Unis sont menaçants. Ils prennent alors le contrôle de la région limitrophe des Grands Lacs, menacent même de s'attaquer aux alliés iroquois des Britanniques. Bref, dans ce contexte, la Grande-Bretagne a absolument besoin d'alliés en Amérique du Nord et les seuls à sa disposition sont les Canadiens français. Et le gouvernement britannique va donner une chambre d'assemblée, une assemblée législative, à chacun des deux colonies qui vont avoir leurs propres élections et qui vont permettre d'avoir des députés et des représentants élus démocratiquement. Par ailleurs, la constitutionnelle n'est pas une constitution révolutionnaire. Elle rétablit quand même un équilibre entre le pouvoir monarchique, qui demeure important, notamment par le biais du gouverneur général, mais quand même octroie une chambre d'assemblée qui n'a pas véritablement de pouvoir, mais qui est considérée à l'époque comme une concession faite non pas aux Canadiens français, mais bien aux marchands britanniques, qui souhaitent à ce moment-là obtenir une chambre d'assemblée pour pouvoir voter une chose très simple, des taxes, pour pouvoir taxer les citoyens du Bas-Canada afin d'aménager des infrastructures de transport. Et oui, la première constitution du Québec peut se résumer au désir de la bourgeoisie britannique de taxer les citoyens pour pouvoir payer des infrastructures telles des canaux, des chenaux, des aménagements portuaires. Mais quel est le lien entre taxation et représentation? Et oui, bien sûr, c'est le principe émanant de la Révolution américaine. Les Britanniques savent très bien qu'ils ne pourront pas taxer la colonie si, d'une manière ou d'une autre, ils n'offrent pas une forme de représentation aux tailleurs de taxes. Dans ces circonstances, l'acte constitutionnel consiste bien sûr à lâcher du lest, à obtenir l'adhésion des élites francophones, mais ça, c'était à peu près acquis depuis l'Acte de Québec, qui avait laissé la liberté religieuse et avait reconnu la coutume de Paris et le régime seigneurial. Donc, l'opération 1791 consiste bel et bien à accroître l'autonomie financière de la colonie et lui permettre, en offrant une représentation à sa population, d'offrir les possibilités fiscales de taxer la population et de pouvoir aménager des voies de transport qui sont cruciales pour le développement de la bourgeoisie et du commerce avec la métropole.